Bienvenue dans l'émission politique de France Info, une demi-heure ensemble, comme tous les matins sur France Info. Bonjour Yael Gauze. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein et Guy Berenbaum sont là également. Et notre invité ce matin est député européen, vice-président du Front National. Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Calme précaire à Aulnay-sous-Bois ce matin après la mise en examen d'un policier pour viol. Sur France Info, Théo raconte la violence de l'interpellation jeudi soir, son pantalon baissé, les coups de matraque. Il y a eu des incidents cette nuit, à la Cité des 3000, 24 personnes interpellées, 2 restaurants incendiés, 10 voitures brûlées et une relation de plus en plus dégradée, vous allez l'entendre, entre la police et les jeunes. Écoutez les témoignages recueillis par Gaël Joly. Ils te regardent, ils te fixent. Après, contrôle de police. Si tu réponds pas ce qu'ils veulent, en gros, ça se passe mal, genre. Ils se croient tout permis, genre. Ils t'insultent, on va dire, ils vont dire sale noir, sale arabe, ils vont te dire tout ce que tu veux. Toi, si tu leur parles comme ça, ils vont te mettre une claque ou ils vont te parler mal, alors ça part en couille. Il y en a, ils descendent, ils te frappent sans motif, comme ça. Ils vont même cracher dessus, des fois. On m'attrapait par la nuque, ils me mettaient des balayettes, ils me ramenaient. Ils voulaient me traîner au sol et tout. Il n'y a pas que des mauvais keufs, il y en a des bons. Mais il y a plus de mauvais que de bons chez nous. Louis Alliot, on a très peu entendu le FN dans cette affaire. Bavure ou pas bavure ? Écoutez, moi je ne suis pas un enquêteur. Apparemment, c'est quelque chose de grave qui s'est passé. Et il faudra faire la lumière sur cette affaire. Mais vous savez, la police n'échappe pas à des comportements quelquefois qui sont évidemment contraires à la morale, à l'ordre. Ça arrive en son sein. Mais c'est vrai qu'elle agit aujourd'hui dans des conditions de plus en plus difficiles, qu'il y a de plus en plus d'incidents et que c'est vrai, pour le coup, je reprends ce que vous dites, une fracture est en train de se créer gravissime entre une partie de la population dans ces quartiers et la police. En même temps, je vais vous dire, moi qui suis de Perpignan et qui suis aussi ces affaires de près, tous les jours, la police se fait caillasser, insulter, molester, etc. Donc ce matin, vous prenez le parti de la police. Marine Le Pen va à Juvisy dans un commissariat. Je prends le parti de la présomption d'innocence, mais je suis en train de vous dire que il se peut que ces policiers soient coupables, mais il se peut qu'ils ne le soient pas, je n'en sais rien. Maintenant, je pense que c'est très grave. Voilà. Marine Le Pen si à Juvisy c'est très grave, cet après-midi dans un commissariat. Premier déplacement de campagne de la semaine. Sanctionnés Pourquoi ? À la hauteur de la gravité de ces actes-là. Voilà, c'est tout. Pourquoi Marine Le Pen va-t-elle faire son premier déplacement de la semaine dans un commissariat de police à Juvisy dans l'Essonne? Parce que la police est une profession qui souffre beaucoup. Vous savez, ils sont maintenant en état d'urgence depuis longtemps. Ils sont aux prises avec un terrorisme latent, on va dire, qui peut pointer dans toutes les rues à tout moment. Ils sont mobilisés 24 heures sur 24. Ils sont en manque d'effectifs, en manque d'équipements, avec un soutien de la hiérarchie qui est plus ou moins réel. Enfin, voilà, c'est une profession qui souffre énormément et il n'est pas, je crois, il n'est pas anodin qu'une leader d'une formation politique aille au soutien de la police. Ça tombe aujourd'hui au lendemain de ces incidents. Eh bien, on rappellera aussi que la police est astreinte à respecter évidemment la loi, les règles, l'état de droit, l'autorité, et puis, mais ça arrive que ce soit malheureusement des bavures. Mais pour le coup, là, et sur ce cas-là, ayant lu certains développements, je préfère attendre les résultats de l'enquête, puisqu'il y a des vidéos, on va bien voir ce qui s'est passé réellement. Et là, on pourra dire s'il y a eu ou pas bavure de la police. Gilles Bornstein. Conférence de presse hier et exercice de contrition pour François Fillon qui a donc présenté ses excuses aux Français. On voit que ça vous fait déjà sourire. On écoute François Fillon d'abord. Le premier courage en politique, c'est de reconnaître ses erreurs. En travaillant avec ma femme et mes enfants, j'ai privilégié cette collaboration de confiance qui aujourd'hui suscite la défiance. C'était une erreur. Je le regrette profondément et je présente mes excuses aux Français. Est-ce que vous acceptez ces excuses de François Fillon ? Je ne vais pas accepter des excuses, vous savez, ça fait partie d'un plan de communication pour tenter d'arrêter un incendie sur une situation qui est celle-là, que tout le monde connaissait et qui est sortie opportunément juste après la primaire, etc. Mais ces situations, elles arrivent dans d'autres domaines. Qu'est-ce que vous voulez dire sortie opportunément ? Vous, comme lui, vous pensez que tout le c'est monde un savait complot que de la presse Tout le monde savait quand même que Mme Fillon, puisqu'elle l'était depuis 20 ans, je crois, c'est pas nouveau. Donc c'est pas sorti il y a 20 ans, ça sort aujourd'hui. C'est que ça sort à un moment où certains l'avaient décidé, ou en tout cas le calendrier est opportun. C'est un complot ? Mais c'est pas un complot. Mais aujourd'hui, si vous voulez, je vais pas accuser les médias, mais un peu quand même. Il y a un rouleau compresseur médiatique. Ce que j'appelle, moi, pour reprendre la formule
mythologique est celle de Brassens, la déesse aux mille bouches. Vous sortez une information qui peut vous salir, qui peut vous mettre en difficulté, etc. Et vous ne rattraperez jamais le mal qu'on vous a fait. Parce que vous pouvez vous excuser, vous pouvez dire ce que vous voulez, jamais. Parce que le mal est fait. Donc il faut, je pense, avancer sans regarder ce qui se passe et continuer à défendre ses idées. François Fillon a été injustement attaqué. François Fillon, c'est son cas personnel, il s'en est expliqué hier, ça convainc les Français ou pas. Moi, je parle surtout pour ma famille politique qui, depuis 30 ans, subit ce genre de dénigrement d'affaires publiques, etc. Et finalement, on voit bien qu'aujourd'hui, écoutez, nous sommes pas mal placés dans les enquêtes d'opinion, pas mal placés sur le terrain, et on écoute beaucoup plus nos idées, finalement, et ce que nous proposons, plutôt que, si vous voulez, comment on pourrait dire, le bruit de fond. Restons sur François Fillon. Est-ce qu'il aurait dû, est-ce qu'il devrait, monde médiatique au sens large. Restons sur François Fillon. Est-ce qu'il aurait dû, est-ce qu'il devrait rembourser les sommes perçues par le recrutement de Pénélope Fillon? Écoutez, je ne suis pas dans l'enquête, encore une fois, mais il dit hier qu'elle a travaillé pour lui. Enfin, je veux dire, il aspire à être président de la République, c'est quand même pas rien. Il a été Premier ministre de la France pendant 5 ans, il y a encore quelques années. Ministre, député depuis 1981. Je ne sais pas ce que faisait sa femme. Il dit qu'elle a travaillé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher où? Il y a une pétition à l'Assemblée, moi, je vois, au Sénat. Au Sénat, oui. Mais c'est, je veux dire, oui. vous voulez que je vous dise, moi qui suis parlementaire et qui est désattaché parlementaire, personne n'est juge. D'ailleurs, il a repris nos arguments du travail des parlementaires, sauf à considérer ou à prendre sur le fait accompli il devrait vous embaucher parce que vous le défendez la moitié des Républicains. Écoutez-moi, non, pas du tout. Sauf à considérer que votre attaché parlementaire va tondre votre gazon, va faire votre cuisine ou laver votre vaisselle. Ça, ce serait un emploi fictif. Mais pour le reste, un attaché parlementaire, les miens en tout cas, ils vont chercher du courrier, ils reçoivent, ils vont à des rendez-vous, y compris exactement. Ils font un travail de parlementaire. On note ce matin que vous dites exactement ce qu'a dit François Fillon. Fillon qui a dit notre exactement. argumentation sur l'affaire précisément des assistants parlementaires de l'Europe. Mais c'est une réalité, ça. Et on y vient dans une minute. Tout pile, il est 8h40. Victor Maté pour l'essentiel. Une vingtaine de personnes interpellées, une dizaine de voitures et de poubelles incendiées, 2 restaurants visés. Le bilan de la nuit à Aulnay-sous-Bois, nouvelle nuit d'incident après la très violente interpellation d'un jeune homme de 22 ans. C'était jeudi dernier. 4 policiers ont été mis en examen dans cette affaire, dont un pour viol. Après ses excuses aux Français hier, François Fillon repart en campagne. Le candidat de la droite qui réaffirme la légalité de ces pratiques reçoit les parlementaires et les républicains. Ce sera en fin de matinée. Cet après-midi, déplacement à Troyes chez le sarkozyste François Baroin. Les 2000 foyers encore privés de courant, principalement en Charente-Maritime, devraient retrouver l'électricité ce matin. La tempête Marcel est passée. L'île de la Réunion, elle, s'attend à une tempête tropicale modérée. Par mesure de précaution, toutes les écoles sont fermées. En Syrie, près de 13 000 personnes pendues en 5 ans au sein d'une prison gouvernementale près de Damas. Le rapport d'Amnesty International dénonce une politique d'extermination et parle de véritables abattoirs humains. France Info. Louis Alliot est avec nous sur France Info ce matin dans l'émission Politique Question. Yael Gauze qui nous emmène à Bruxelles. Alors Pénélope Fillon, c'est du passé, mais la pratique a bien eu lieu, même si elle était légale. Et vous, Louis Alliot, trouvez-vous normal d'avoir été recruté pendant 3 ans au Parlement européen comme assistant parlementaire de votre compagne Marine Le Pen, 5 000 € bruts par mois à mi-temps? Est-ce que vous regrettez après coup? Non, pas du tout. D'abord, j'étais assistant parlementaire avant d'être avec Marine Le Pen, ce qui est quand même quelque chose. Donc, si j'ai bien compris, dans ce système-là, dès que je suis donc avec Marine Le Pen, je dois démissionner de toute activité professionnelle liée à la politique parce que je suis avec vous Marine étiez Le Pen. élu local à Perpignan en même temps. Non, pas du tout. Je veux dire, durant cette période, non, mais ça n'a rien à voir. J'étais surtout avocat. Et j'ai bénéficié du décret des avocats qui permet d'être assistant parlementaire à mi-temps. Quant au brut, il faut le remettre au net, parce que c'est toujours bien le brut, mais enfin le brut, les charges sociales que vous payez au patronal, c'est l'État qui les encaisse, c'est pas moi. Donc je faisais un travail d'assistant parlementaire pour Madame Le Pen à mi-temps, et j'étais avocat de profession, et je supervisais l'ensemble de toutes les résolutions, etc., d'un point de vue juridique. C'était tout à fait justifié, donc je n'ai absolument aucune honte. Mais c'était une embauche qui contrevenait aux règles du Parlement européen à Pas l'époque. du tout, je n'avais aucun lien juridique avec Marine Le Pen. S'il y avait eu... Et vous étiez élu local à cette époque-là? Si, c'était en quelle année? 2011-2014. Non, je ne l'étais pas, j'ai été élu en 2014 à la mairie de Perpignan. Je n'étais pas élu local, j'étais élu régional. Mais vous étiez élu, donc vous cumuliez un métier d'avocat, assistant parlementaire et élu régional. Oui, d'accord, oui. Mais élu régional, vous savez, de l'opposition, ça vous astreint à une réunion de plénière par trimestre et 2 commissions permanentes.
Mais le Vous Parlement avez largement européen est le très temps de faire clair. autre chose. Le Parlement européen est très clair sur les règles. Pas de conjoint ou d'assimilés Mais conjoints. s'il était très clair, il nous aurait mis en justice. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que nous étions totalement dans les règles. Vous savez, je suis un juriste, je sais de quoi je parle quand même. Et si on l'a fait, et si ça s'est passé comme ça, c'est qu'on avait le droit, sinon on ne l'aurait pas fait, évidemment. Et aujourd'hui, on vous réclame à 6 eurodéputés Oui, mais le remboursement des n'essayez pas de faire un parlementaires. amalgame. Ça n'a rien Non, ça à c'est sur la voir. période récente. Ça Oui. n'a rien à voir avec moi, ça. Attention. C'est pour d'autres Ça a à voir notre avec Marine Le affaire Pen, Jean-Marie qui Le n'a Pen, rien à faire avec Steve moi. Briouat, D'accord Bruno Absolument. Bilde. Mais que nous contestons. Parce que là encore, on dit vous avez été condamné. Non, il n'y a pas de condamnation. Ce sont des enquêtes administratives de l'administration du Parlement européen qui disent que ce sont des régularisations. Nous contestons les termes de ces régularisations financières et nous irons devant les tribunaux. Et moi, je dénie le droit aux journalistes de nous dire vous avez été condamné. Pour l'instant, c'est devant les Non, on tribunaux. n'a pas dit que vous étiez condamné. Le jour, on vous a pas dit ça du tout. Le jour où nous serons condamnés éventuellement, ce que je ne crois pas, à ce moment-là, vous pourrez nous le dire. Là, Mais personne ne vous a dit ça ici. nous contestons une décision administrative du Parlement européen qui a été fomentée par M. Schulz, qui est le patron des socialistes allemands. L'organisme OLAF. L'organisme de lutte antifraude que vous contestez. Alors, est-ce que vous êtes pour un parquet européen? Non, je suis pour la justice française. Je suis parlementaire français au C'est Parlement européen. paradoxal. Non, pas du tout. Mais l'OLAF cherche à être un parquet européen. Malheureusement, il n'en a ni l'indépendance ni les moyens. Il est un organe payé par la Commission et dirigé par la Commission de Bruxelles, dont d'ailleurs le président, qui lui-même a des affaires judiciaires sur le dos, est un ami de M. Schulz. Voilà. Ce n'est ni Parenthèse pour ceux qui nous indépendant, écoutent, ce n'est OLAF, pas organisme indépendant. de lutte antifraude du Parlement européen, Oui, pour ceux qui ne d'accord. connaissent pas. Hein. Oui, d'accord, mais comme C'est par dans ses hasard, attributions comme d'enquêter. par hasard, il n'attaque systématiquement, puisque vous avez vu que nos amis britanniques sont aussi poursuivis dans ce cadre-là, ils n'attaquent que les eurosceptiques. Les assistants parlementaires qui font de la politique d'un certain nombre d'autres députés socialistes ou du MoDem ou d'autres, ceux-là n'ont pas d'enquête. Eh bien, écoutez, on va faire... Moi, je suis pour la transparence et je peux vous dire que tous les ça tombe assistants bien. parlementaires de tous les députés français qu'il y a partout, eh bien, on va les sortir et on va dire ce qu'ils font dans les appareils politiques et vous verrez que ça rigolera moins. Vous allez le faire donc. Oui, mais j'ai déjà commencé. Vous savez, moi, j'ai un député dans mon département. Son attaché parlementaire est à la fois, tiens, chef de cabinet d'un maire d'une commune des Pyrénées-Orientales, plus le président des Républicains du département. Soyez Il fait plus comment précis, vous parlez de qui? Il fait comment pour justifier ses casquettes? Vous parlez de qui? Issu de M. Lietta, qui est l'assistant parlementaire du député Ciré, de la 2e circonscription des PO. Alors vous justifiez qu'à quel moment il travaille pour les Républicains, il travaille pour lui, il travaille pour la mairie, il travaille pour le député. Mais voilà un exemple, il faudrait s'y pencher, mais personne ne s'y penche. Alors, est-ce qu'on fait un grand ménage là-dedans? Est-ce qu'on revoit les règles? Est-ce qu'on repart sur de la transparence? Le problème Et pourquoi des pas, affaires, le problème des parlementaires, il est lié à la séparation des pouvoirs. Voilà. Si vous prenez sur le fait une mission d'emploi fictif avec un député, oui, la justice a le devoir de s'en saisir. C'est ce que je vous disais. Un assistant parlementaire qui, dans les heures de son boulot, va tondre le gazon de son député, on peut considérer que ce n'est pas sa mission. En revanche, si, comme nous le demande d'ailleurs le Parlement européen, et que moi j'ai toujours refusé, on nous demande de donner à la justice l'ensemble des pièces du travail du parlementaire avec ses assistants, qui est de toute nature. Il peut y avoir des choses qui sont couvertes d'ailleurs par le comment ça s'appelle, par le secret le secret Ça veut professionnel. dire qu'on ne peut pas prouver l'effectivité d'un travail jamais, en fait. Et c'est là Si. qu'on peut rentrer dans n'importe quel type En d'abus. flagrant délit. Voilà. Mais c'est vrai que l'attaché parlementaire, il n'y a pas une mission. Ça peut être médiatique, ça peut être technique, ça peut être juridique, ça peut être administratif, ça peut être historique. Ça a une palette de missions que vous ne pouvez pas lister d'une manière fonctionnelle et d'une manière réelle. Le flagrant délit de faire quelque chose, je connaissais. Le flagrant délit de ne pas faire, je connaissais. Mais bref, C'est je ce ne que nous connaissais reproche, pas. je vous signale. C'est Passons. exactement ce que nous reproche. Hier, François Fillon s'est livré aussi à un exercice de transparence puisqu'il a publié l'intégralité de son patrimoine et il souhaiterait que cette transparence soit généralisée. Et on a le sentiment qu'il pense à vous et à votre parti. On l'écoute. Le vrai danger, c'est de voir confier notre avenir aux dérives d'une extrême droite, portée par cette famille d'intouchables, du domaine de Montretout, ou à l'aventure d'une politique sans programme depuis des mois, composée d'un agrégat de personnalités fascinées par un gourou issu du système qu'il dénonce aujourd'hui. Marine Le Pen va-t-elle se livrer au même exercice de transparence sur son patrimoine que l'a fait François Fillon hier? Vous tapez sur Internet, d'ailleurs c'était une fausse information, parce que la déclaration de patrimoine de Fillon,
vous allez sur Internet et vous la trouvez. Sur le site de la Haute Autorité, vous voulez dire. Oui. Donc vous allez sur celui de Marine Le Pen et vous verrez... Alors en revanche, ce qu'il faut dire, c'est que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a vérifié les déclarations de patrimoine de la famille Le Pen et le parquet national financier a ouvert en janvier une enquête préliminaire. Vous êtes sous le parti, enfin la famille Le Pen est sous le coup d'une enquête préliminaire, on est d'accord? Eh bien c'est bien, comme ça ils vont pouvoir évaluer ce qui est contesté par la Haute Autorité. Donc, et qui a été admis par ailleurs par l'administration fiscale. Donc vous vous en réjouissez? Oui, bien sûr. Comme ça, on va pouvoir sortir enfin de cette ambiguïté et on va pouvoir avoir la réalité de ce que représente un certain nombre de parts sociales dans le patrimoine. Voilà, c'est tout. Mais ça paraît tout à fait normal. Là, pour le coup, il n'y a rien d'extraordinaire. Enfin, il y a quand même une enquête préliminaire du parquet national financier, ça paraît extraordinaire. Qu'est-ce que vous voulez y faire? C'est pareil. Je ne veux rien y faire. C'est monsieur Nadal qui dit que ça ne correspond pas à ce qu'il pense de lui. Au moins, ça va être évalué sérieusement par l'administration fiscale et par des juges. Et puis là, on verra bien. Ce que je peux y faire, c'est que le slogan historique de votre parti, c'était main propre, tête haute, et que les mains ne sont pas si propres, peut-être. Là, pour l'instant, dites... Non, vous pourriez dire ça s'il y avait eu condamnation. Je pose vous pouvez avoir des enquêtes sur la tête tout en n'ayant rien à vous reprocher. La présomption d'innocence. Eh bien moi, je vous dis, Marine Le Pen n'a rien à se reprocher. Eh bien, nous verrons. Il y a d'autres affaires en cours, Louis Alliot, notamment celle qui concerne la SCI de Montretout. Est-ce que tout a été fait? Est-ce que la transparence est totale sur ce domaine? Écoutez, je ne sais pas. Je ne suis pas, moi, détenteur de part sociale de la SCI. Quand vous inviterez Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen, vous leur poserez la question. Mais je vais vous dire, quand vous êtes comme Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, à la tête d'une opposition au système depuis 30 ans, laissez-moi vous dire que vous avez intérêt à être transparent et transparente dans toutes ces affaires-là, parce que depuis que Jean-Marie Le Pen, je ne sais pas moi, 15-20 contrôles fiscaux en 30 ans, tout a été épluché, gratté, peigné, et je ne me fais aucun souci, moi, pour les déclarations, ni de Jean-Marie Le Pen, d'ailleurs, ni de Marine Le Pen. Allez, on voit ça dans un instant pour la dernière partie de l'émission politique de France Info. Il est 8h50 et voici Mitterrand Tech pour 1 minute. À 2 mois et demi du premier tour, François Fillon redit sa détermination. Pas d'abandon possible dans la course à la présidentielle. Le candidat de la droite a présenté ses excuses aux Français hier tout en les assurant de son innocence. Ce matin, François Fillon réunit les parlementaires et les républicains à son QG de campagne. Le témoignage de Théo, 22 ans, très violemment interpellé jeudi dernier à Aulnay-sous-Bois. Le jeune homme confirme qu'il a été frappé et violé avec une matraque. Cette nuit, nouveaux incidents dans la ville. Une vingtaine de personnes interpellées, une dizaine de voitures et de poubelles incendiées. Mahmoud Abbas en visite à Paris pour 2 jours. Le président de l'autorité palestinienne doit rencontrer François Hollande à l'Elysée aujourd'hui. Il sera notamment question de la colonisation israélienne. Le Parlement de l'État hébreu vient de voter une loi en faveur de nouvelles colonies en Cisjordanie. L'américaine Lindsey Vonn, la Suissesse Lara Gut, mais aussi la française Tessa Worley. La liste des favorites pour le Super G féminin de Saint-Moritz en Suisse, ce sera à partir de midi pour le début des championnats du monde de ski alpin. France Info. L'émission politique de France Info qui se poursuit jusqu'à 9h avec Louis Alliot ce matin. Question Yael Gauze. Lyon, samedi, c'était le coup d'envoi officiel de la campagne de Marine Le Pen. Beaucoup d'intervenants, dont un acteur et metteur en scène qui vous soutient, qui s'appelle Franck de la Personne et qui n'aime qu'une seule langue, vous allez l'entendre, le français. Ce n'est pas en parlant l'anglais chez les Allemands, ni en brûlant les acquis sociaux conquis par nos pères, que l'on défendra la culture française. Molière ne parlait pas l'anglais et Victor Hugo n'a pas appris l'arabe à l'école, et moi ça fait plaisir de savoir. Et ça lui fait plaisir que Victor Hugo n'ait pas appris l'arabe. Ça vous fait rire, Louis Alliot? Oui, ça me fait rire. Ben, invitez-le, il vous dira pourquoi. C'est un amoureux de la littérature française. Et je pense qu'il fait référence à ce qui avait été décrit il y a quelques semaines ou quelques mois. Le fait de donner de l'apprentissage de la langue arabe dans certaines écoles, où on ferait bien d'apprendre le français et pas la langue de la culture d'origine. Moi, après, vous savez, l'arabe, j'ai plein d'amis harkis ou pieds noirs avec qui, quelquefois, eux-mêmes discutent entre eux. Ça ne me gêne pas fort. Ça me gêne pas. Vous ne pensez pas que c'est stigmatisant, ce genre de propos, pour ceux qui parlent l'arabe, justement? Non. Moi, ce que je veux, c'est que les gens qui parlent l'arabe, justement, lorsqu'ils sont en France, parlent le français et s'intègrent par la langue. Parce que notre langue, elle est une richesse incroyable, elle est un vecteur d'assimilation à la République française. Elle est un vecteur de progrès même social dans la société française, et c'est important de bien la parler, de bien la maîtriser pour pouvoir communiquer et la transmettre aux générations d'après. Donc je ne vois pas ça d'une manière stigmatisante. Il disait autre chose, Franck de la Personne, dans ce meeting. Il disait Emmanuel Macron, c'est le fringant poulain du parti de l'étranger. Cette expression, elle ne nous ramène pas dans les années 30 ?
partie de l'étranger. Mais demandez-le lui, sérieux. Vous êtes écoutez, c'est l'un de vos soutiens. Il arrive comme il lance sa campagne de Marine Le Pen. Non mais c'est pas moi qui lui ai écrit son discours, vous avez dit, il a sa personnalité. Donc vous ne l'auriez pas employé De quoi, le parti de l'étranger? Oui. Bon, ça fait longtemps qu'on l'a employé pour tout le monde, mais ça veut pas dire les années 30, ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui, dans notre pays, sont tout le temps en train de faire, si vous voulez, le panégyrique de tout ce qui est étranger, plutôt que de faire ce qui est beau chez nous. C'est Macron qui a dit l'autre jour que la culture française n'existait pas. Si il n'a pas dit la culture française n'existe pas. Il a dit il y a d'autres cultures en France. Non, Oui, mais soyez sûrement. précis. Oui, il n'a pas dit ça. Mais, non, avant de dire ça, il dit que la culture française, il dit il n'y a pas de culture française. Donc s'il n'y a pas de culture française, c'est qu'elle n'existe pas. Et oui, monsieur. Mais si, monsieur Alliot, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc il y a une culture française qui est une grande culture française. Si monsieur Macron n'aime pas la culture française, c'est son problème. Mais après, évidemment, il y a d'autres cultures en France. Oui, c'est vrai, il y a d'autres cultures. Mais encore une fois, moi, je préfère, pour la paix civile, la paix sociale et le rayonnement de la France, qu'on se préoccupe justement de la langue française, de la culture française, de notre civilisation et des valeurs universelles que nous avons transmises au monde entier. Voilà. Il y a 25 ans, jour pour jour, il y avait les chefs d'État européens qui lançaient le processus de naissance de l'euro, la monnaie unique européenne. Vous dites bon anniversaire Maastricht aujourd'hui? Non. Je ne dis pas bon anniversaire. Et j'ai vu que ce matin, j'écoutais une radio concurrente et j'ai vu qu'un spécialiste avait dit finalement l'euro n'a pas été ce qui était espéré. C'est le moins qu'on puisse dire parce qu'il annonçait le pouvoir d'achat, le plein emploi et la croissance et c'est strictement l'inverse. A contrario, expliquez-nous votre raisonnement. Pourquoi sortir de l'euro donnerait plus de pouvoir d'achat aux ménages modestes en France? Parce qu'il libérerait tout simplement. Justement, c'est ce qu'expliquait cet économiste en question. Je parle de votre raisonnement à vous, pas des économistes. Oui, mais c'est exactement ce que les économistes nous reprochaient et qui aujourd'hui se rendent à la raison. C'est-à-dire que ça libérerait, ça donnerait à la France sa liberté monétaire, sa souveraineté monétaire, de pouvoir, le cas échéant, dévaluer pour être à nouveau compétitif. Si on dévalue, vous savez qui va placer son argent à l'étranger. Oui, d'accord. Mais dites, et en ce moment, il se passe quoi? Tout le monde nous fait la leçon, mais en ce moment, avec l'euro, il se passe quoi? Il y a beaucoup de gens qui vont mettre de l'argent à l'étranger, il y a beaucoup de gens qui n'investissent pas en France, et aujourd'hui, on voit bien que la machine économique française, elle est bloquée, alors qu'on ne nous fasse pas systématiquement les bienfaits de l'euro, alors que pour l'instant, il y a beaucoup plus d'inconvénients à avoir la monnaie unique que de ne pas l'avoir, c'est tout. Autre question, taxer les importations, 3%, c'est ce que vous proposez pour financer une prime de pouvoir d'achat pour les plus modestes, 80 € par mois. En quoi taxer les importations, ça permet de redonner du pouvoir d'achat? J'aimerais comprendre le raisonnement, parce que ça renchérit les prix, forcément. Mais c'est pas dit, parce que 3%, c'est quand même pas énorme. Mais celui qui importe et ça permet en répercute plus, sa hausse sur le prix. Ça permet en plus de freiner la concurrence déloyale, parce que quand vous avez des produits qui arrivent de je ne sais où, sans normes sociales, sans normes sanitaires, sans normes fiscales, et qui arrivent et qui concurrencent nos productions, ça crée des dégâts, ça crée du chômage. Eh bien, au moins, l'argent de ces 3% de taxes permettra d'abonder un fonds qui donnera un peu plus de pouvoir d'achat à des gens qui souffrent beaucoup et qui ne touchent que entre 1 000 et 1 500 € par mois. C'est pas beaucoup quand même. Gilles Bernstein. Votre programme, alors on ne va pas tout détailler ici, mais quand même la liste est longue. Défense à 3% du PIB, 15 000 policiers, 6 000 douaniers, 40 000 places de prison, 2,5 milliards de plus pour la recherche, une prime de 80 €, etc., etc., etc. Est-ce que vous êtes capable de dire combien ça coûte? Je crois que ça coûte aux alentours de 90 milliards. C'est ça? Et donc l'équilibre budgétaire ne compte plus. Ah si, il va compter au fur et à mesure que la croissance reviendra, que l'emploi... C'est ça, donc et vous mettez quoi en face? Non, mais c'est pas... Vous mettez beaucoup d'économies, vous mettez la fraude sociale, vous mettez l'AME, vous mettez l'Europe... L'AME, c'est moins d'1 milliard. Vous mettez l'Europe, qui coûte quand même à la France 8 milliards par an. Enfin, vous en mettez des choses. Pas 90. Oui, mais sur 5 ans, la première année, le déficit risque de s'augmenter légèrement. Enfin, au point où il en est, je vais vous dire, ça risque pas de faire beaucoup de problèmes. Et sur 5 ans, il sera dégressif sur les 4 années suivantes. C'est en tout cas ce que nous avons prévu dans notre programme. Et qu'on ne nous dise pas, que ce n'est pas possible. Moi, je regarde la réalité. Voilà. On nous vend des salades depuis 20 ans économiques qui ont produit le résultat que nous avons. Nous n'avons pas encore appliqué notre programme. Appliquons-le et vous verrez qu'il sera beaucoup plus efficace en termes de croissance et d'emploi que ce que nos adversaires ont fait depuis 20 ans. C'est tout ce que je peux dire. Le programme, il ne change pas beaucoup par rapport à 2012. Par contre, en termes d'image, là, vous mettez le paquet. Marine Le Pen, il y a un tract, un 4 pages, un mélange entre elle, Marie-Claire, Closer, on ne sait pas trop, Marine présidente, avec des photos de ses enfants, de ses sœurs. Pourquoi ce virage people et pourquoi vous n'êtes pas dedans, vous d'ailleurs? C'est pas un virage people, c'est qu'on s'est aperçu que Marine Le Pen était finalement pas très bien connue dans sa vie Pourquoi privée, vous n'êtes pas dans dedans? sa vie familiale. Parce que je ne suis pas candidat à la présidence de la République. Vous ferez quoi si vous êtes le premier homme de l'Élysée? l'Élysée? Je l'ai déjà dit, je ne ferai rien. Voilà, je m'occuperai de la réhabilitation du combat
des harkis et des rapatriés qui n'a toujours pas été réglé en France. Et je redonnerai aux enfants de harkis la fierté d'être français, ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui, parce qu'ils ont été abandonnés et trahis par les socialistes et par la droite gaulliste. Merci beaucoup. Il est 8h presque 59 sur France Info. Merci Louis Alliot et on se retrouve demain.